Bonjour et bienvenue à ma présentation au Sommet de santé métabolique 2023. Ma présentation, c'est l'alimentation carnivore exclusive et santé métabolique, science ou hérésie. Excusez-moi, je vais commencer par me présenter. Euh, pour commencer, au niveau des présentations, j'aimerais vous dire ce que je ne suis pas. Donc, je ne suis pas un médecin ou un professionnel de la santé. Je ne suis pas un nutritionniste ou un diététicien. Je n'ai pas de formation officielle dans ce domaine. Et avant de prendre des décisions concernant votre santé ou d'apporter des changements à votre alimentation, spécialement si vous avez des conditions médicales particulières, veuillez consulter un professionnel de la santé, s'il vous plaît. Bon, maintenant que je vous ai expliqué ce que je ne suis pas, qui suis-je en réalité? Eh bien, je suis quelqu'un qui, comme des milliers de personnes, s'est retrouvé dans la quarantaine, malade et en surpoids. Prédiabétique, haute pression, surpoids, douleur, et cela malgré le fait que je fus actif toute ma vie et que j'ai mangé une alimentation supposément santé, faible en gras et élevée en bons glucides. J'ai commencé par découvrir le Dr. Jason Fung et son livre Le Code Obésité, qui fut une révélation. Ensuite, ma base en sciences et ma grande curiosité et aussi ma capacité à être autodidacte m'ont permis d'approfondir mes connaissances. En 8 mois, j'ai perdu 65 livres, renversé ma stéatose hépatique non alcoolique, mon prédiabète et ma haute pression. Par la suite, je fus recruté par la clinique Reversa. Durant cette période, j'ai eu à coacher de nombreuses personnes afin de leur permettre d'adopter une alimentation faible en glucides ainsi que la pratique du jeûne intermittent et prolongé. Aujourd'hui, je ne suis plus membre de l'équipe je ne suis plus membre, désolé, de l'équipe de la clinique. Je ne suis que ce type qui a renversé les symptômes de son syndrome métabolique et qui est un passionné de ce mode de vie. Donc, si vous avez besoin d'arguments d'autorité, cette présentation n'est pas pour vous. Si vous avez besoin de l'opinion d'un PhD, cette présentation n'est pas pour vous. Et si vous recherchez l'opinion d'un médecin, cette présentation n'est définitivement pas pour vous. Mais si vous vous intéressez aux trouvailles de quelqu'un qui fut un hacker toute sa vie, qui a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent, qui a une bonne base en sciences et qui a plus de 7 ans d'expérience dans ce mode de vie, là, vous êtes à la bonne place. Je possède un blog sur le sujet. Ah oui, ma déclaration d'intérêt, je m'excuse. Donc, je dois vous dire que je possède un blog sur le sujet de l'alimentation faible en glucides et le jeûne intermittent, sur lequel je partage des articles scientifiques sur le sujet de l'alimentation faible en glucides, carnivore et ainsi de suite. Et il m'arrive de donner mon interprétation personnelle de ces études scientifiques. Des coachings sont aussi, rémunérés sont aussi disponibles aux besoins sur mon blog, même si c'est quelque chose que je ne pousse pas. Je ne fais pas de publicité comme telle, mais pour les gens qui en ont besoin, c'est disponible. J'ai personnellement adopté une alimentation faible en glucides, cétogène, et le jeûne intermittent est prolongé il y a 7 ans, comme je le disais tantôt. Et je suis passé à une alimentation carnivore exclusive il y a plus de 4 ans de ça maintenant. Euh, Excusez-moi, comme ça. Mon objectif dans cette présentation, la première chose que je vais vous dire, c'est que cette présentation n'est pas une présentation anti-végétarisme, anti-végétaux, anti-fruits ou anti-rien. C'est absolument pas le cas. C'est souvent perçu tel quel lorsqu'on parle d'alimentation carnivore, mais c'est vraiment pas le but.
Le but de cette présentation est de démystifier la viande et son impact sur la santé et surtout de corriger le mythe que les végétaux sont naturellement bons pour la santé. Donc, c'est un mythe qui est propagé énormément par les médias. On voit toujours passer que les légumes, c'est plein de vitamines et ainsi de suite, et que la viande, c'est la méchante qui tue le monde. Donc, c'est un peu ça qu'on doit regarder. Donc, pour comprendre, euh, la première chose, le premier point, c'est qu'est-ce que l'alimentation carnivore exclusive? C'est quoi ça exactement? L'alimentation carnivore exclusive, se définit comme étant une méthode d'alimentation basée exclusivement sur des sources de protéines animales sans contribution significative provenant du monde végétal. En passant, tout au long de la présentation, vous allez voir des chiffres comme ça en parenthèse. Ça, c'est des citations vers des études scientifiques en général ou et ainsi de suite, des papiers scientifiques. J'en ai 82 de mémoire dans cette présentation. Donc, même si je ne suis pas un médecin ou un spécialiste de la santé, je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi non plus. Donc, c'est ça, l'alimentation carnivore exclusive. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on mange de la viande, tout ce qui est de la viande et ainsi de suite, des produits de source animale, donc des produits laitiers, c'est carnivore, et des fruits de mer, le poisson, c'est toutes des choses qui sont carnivores. OK. L'alimentation carnivore, c'est considéré comme une diète d'élimination. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. L'alimentation carnivore est la diète d'élimination par excellence. C'est une alimentation qui élimine tous les FODMAP, le gluten, ainsi que toutes les sources d'antinutriments. Les antinutriments, on va voir tantôt ce que c'est. Principalement adopté pour des raisons médicales très variées, ce mode d'alimentation est par exemple utilisé par la clinique Paléomédicina en Hongrie dans les contextes de perméabilité intestinale, mais aussi dans des contextes de maladies auto-immunes, de cancer, d'épilepsie et de diabète de type 1 et de type 2. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être prescrit par un médecin lors d'une condition médicale particulière dans laquelle vous devez éliminer toute source d'inflammation possible. Dans l'alimentation carnivore, dans la viande comme telle, il n'y a pas d'éléments qui peuvent qui peuvent créer d'intolérance. À l'exception de si vous vous faites piquer par la tique Lone Star et que vous développez une maladie dont le nom m'échappe présentement et qui crée une intolérance aux protéines bovines. C'est la seule exception. Sinon, si vous avez des problèmes d'inflammation chronique à cause de quelque chose dans votre alimentation, une diète d'élimination peut aider à déterminer quelle est la source de l'inflammation comme telle. OK, donc, après ça, ben là, vous allez vous poser la question du pourquoi, pourquoi l'alimentation carnivore exclusive? Pourquoi on devrait faire ça? Pourquoi quelqu'un ferait cela exactement? Donc, la réponse à cette question est composée de deux concepts qui sont à la base de cette présentation. Et la raison pour laquelle on pose cette question-là, généralement, c'est que les gens ont la perception que, entre autres, exemple, dans les fruits, dans les légumes, c'est là qu'on retrouve les vitamines. Et la première chose que les gens posent comme question lorsque on dit « Hey, moi, je mange une alimentation carnivore exclusive, donc je mange absolument aucun légume », la première chose que les gens posent comme question, c'est « Oui, mais là, tes vitamines, où tu vas prendre tes vitamines? » Et pour répondre donc à cette question-là,
on a deux choses à comprendre. Il y a deux points vraiment importants qui sont à comprendre, qui sont à la base de cette présentation. C'est le fait que l'être humain, en réalité, souvent on dit que l'être humain, c'est un omnivore. Et la réalité, c'est que l'être humain est un carnivore. Puis non seulement il est un carnivore, mais il est un carnivore obligé avec des capacités omnivores. Pourquoi un carnivore obligé? Ben, il y a des carnivores qui sont obligés, il y a des carnivores qui sont facultatifs. Puis, il y a des carnivores qui sont plutôt omnivores en réalité. OK? Et, par exemple, un chat est carnivore obligé. Un chat est obligé de manger des protéines parce qu'il y a certains acides aminés qui ne sont pas disponibles dans les végétaux que le chat ne peut pas métaboliser. Et donc, si vous nourrissez un chat avec des végétaux, éventuellement, il va mourir. Okay? Donc, et l'être humain, en réalité, c'est un carnivore obligé, puis c'est ce qu'on va voir tantôt. Ensuite, le deuxième point, c'est que les végétaux possèdent des mécanismes de défense. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle jamais, mais c'est une réalité dont on va parler tantôt. OK. Donc, on commence par nos ancêtres il y a 3 millions d'années. Il y a 2,5 millions d'années de cela, notre ancêtre est descendu de l'arbre et est passé d'un être végétarien à un être carnivore. Et ses premiers pas à titre de carnivore l'ont été en tant que charognard. Ceci n'est pas une controverse dans le monde de l'anthropologie. De très nombreux papiers scientifiques en parlent. J'ai référencé un très petit échantillon de ces papiers. Donc, comme vous pouvez le constater dans l'écran, j'ai mis 10 papiers scientifiques qui expliquent qu'effectivement, l'être humain, il y a 3 millions, 2,5 à 3 millions d'années, est descendu de son arbre et s'est mis à aller agir comme un charognard. Donc, ce qu'on faisait, parce qu'à ce moment-là, on était petit, on était frêle, on n'était pas très fort. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on passait sur les cadavres des animaux qui avaient été tués par d'autres carnivores. Et on pouvait, à ce moment-là, nous nourrir, on pouvait se nourrir des restants de viande qu'il y avait après ça, mais principalement, comme on va le voir tantôt, des gras, des lipides et ainsi de suite. Okay? Donc, ici, pour les gens qui veulent voir plus de détails, je vous suggère fortement la présentation de Jess Thompson, qui a un PhD en anthropologie et qui l'explique dans son super vidéo Fat of the Land, What Ancient Bones Tell Us About the Origin of Human Diet. Okay? Et c'est un petit peu ce qu'elle explique dans sa présentation. Et tantôt, je vous ai dit que l'être humain, c'est un carnivore. Et en réalité, l'évolution du cerveau ne s'est pas faite grâce aux protéines animales, même si c'est ce qu'on a mangé, mais en réalité grâce aux lipides. Le gros cerveau humain est un organe très dispendieux en termes d'énergie à posséder. Bien qu'il représente 2% de la masse totale du corps, il consomme près de 25% de l'énergie du corps. Le seul nutriment capable de fournir suffisamment d'énergie pour permettre à notre cerveau de passer de la taille qu'il avait il y a 3 millions d'années à ce qu'il était il y a 11 000 ans de cela, sont les lipides. Donc, l'humain, en réalité, n'est pas un carnivore. L'être humain, c'est un lipivore. Et c'est pour ça que quand on regarde, exemple, les chimpanzés, les gorilles, ce sont des animaux qui vont manger constamment parce que, c'est vrai, un gorille, c'est un herbivore. Mais pour arriver à fournir la quantité nécessaire que son cerveau a besoin, même si son cerveau est loin d'être au niveau du nôtre, okay? Il est obligé de manger constamment des légumes. Constamment. C'est pour ça que les gorilles ont des mâchoires très fortes et ainsi de suite. Okay. Donc, l'invention des premiers outils. Les premiers outils qui ont été façonnés par l'être humain il y a 2,6 millions d'années, comme on peut le voir sur la photo, c'est des pierres dont on faisait éclater les côtés.
servait à découper la viande et à fracasser les os pour extraire la moelle et le cerveau aussi des carcasses qu'il trouvait. Ce qui fait que quand on trouvait une carcasse, bien souvent, ben, premièrement, le prédateur primaire qui avait tué la bête s'était nourri. Et après ça, il y avait probablement quelques autres charognards qui avaient passé. Et souvent, il pouvait rester pas grand-chose après cette carcasse-là. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des pierres, puis on pouvait fracasser le crâne. Parce que dans l'intérieur du crâne, ben, il y avait le cerveau qui est un lipide dont on pouvait se nourrir. Et c'était un apport de lipides que les autres charognards n'avaient pas accès. Et l'autre chose qu'on pouvait faire aussi, c'est de fracasser les os pour aller aspirer la moelle à l'intérieur de l'os, qui était une source importante de lipides aussi, hautement énergétiques pour nous. Donc, et ça, c'est quelque chose aussi que les autres charognards n'avaient pas accès. Ce qui fait que ça nous donnait un grand avantage sur les autres espèces et notre pouce opposable, justement, qui nous permettait de façonner ces outils-là. Notre cerveau, quand on regarde sur l'image, là, 10 millions d'années, jusqu'à ce qu'on descende de l'arbre autour de 2,5 à peu près ici, 2,5, 2,6 millions d'années, il y avait une progression qui s'est faite, mais c'est une progression qui était relativement lente. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on voit qu'à partir de l'Homo erectus, dans le fond, c'est là qu'on est descendu de l'arbre, c'est là qu'on voit vraiment une explosion de la taille de notre cerveau jusqu'à ce qu'on retrouve l'Homo sapiens ici. Et si on va voir un zoom sur cette période-là ici, mais ce qu'on voit, c'est que jusqu'à pas tellement longtemps, notre cerveau continuait graduellement de croître. Mais il y a un événement ici qui a fait que la taille de notre cerveau s'est mise à diminuer. Et ça date de 11 000 ans. Donc, ça correspond de 11 000 ans avant aujourd'hui et ça correspond avec l'invention de l'agriculture. Et pourquoi? Parce qu'on est passé à ce moment-là, et on va le voir sur la prochaine slide, mais on est passé à ce moment-là d'une alimentation de chasseurs-cueilleurs à une alimentation beaucoup plus végétale, les céréales. Je vais vous lire ça ici, la transition vers l'agriculture. Les changements alimentaires impliqués par la transition de la chasse et de la cueillette à l'agriculture ont été largement examinés. Cette transition a commencé au Proche-Orient il y a 10 000 ans avec la culture de céréales sauvages en réponse à l'augmentation et ou à la rareté de la population. Du gibier sauvage de grands mammifères, je m'excuse. La transition, cependant, a été associée à des stress physiologiques, notamment une taille réduite, une ostéomalacie, des caries dentaires et diverses carences nutritionnelles, ainsi que des maladies infectieuses. Les preuves archéologiques indiquent un passage de la consommation de mammifères à sabots, comme des gazelles, des antilopes et du cerf, vers des plantes, des légumineuses sauvages diverses et noix et fruits, à un régime plus étroit de blé, d'orge, d'avoine, de riz et de maïs cultivés selon l'endroit. Cette transition correspondait également à une inversion fondamentale du régime alimentaire riche en protéines et pauvre en glucides que les sociétés chasseurs-cueilleurs précédentes, ainsi que le changement de type d'apport en acides gras. Avec l'abandon du régime alimentaire chasseur-cueilleur et la forte dépendance à l'égard de la viande dans l'alimentation vers un régime plus riche en céréales, le profil d'apport en graisse alimentaire des humains a considérablement changé. Le rapport d'oméga 6, oméga 3 est passé d'environ 3 pour 1 à plus de 12 pour 1. Donc, auparavant, on consommait
3 pour 1 au niveau des oméga 3 et 3 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3, par exemple, à 12 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Dans l'alimentation occidentale actuelle, où les acides gras polyinsaturés des huiles de graines sont maintenant abondants dans l'alimentation. De même, de nombreux niveaux d'apport en micronutriments ont probablement chuté suite au passage à l'agriculture et au développement ultérieur dans la transformation des aliments et la production de masse pendant la révolution industrielle il y a approximativement 200 ans. Et plus récemment, la révolution du fast-food. Et donc, ce que je viens de vous lire là, c'est une citation d'un papier scientifique. La référence est 16 ici en bas. Voilà. Donc, si on regarde notre physionomie de carnivore, un des points, c'est l'estomac. Entre autres, l'estomac d'un être humain, le pH de notre estomac, se situe entre 1,3 et 1,6. C'est l'équivalent, ni plus ni moins, de l'acide à batterie. Seuls les carnivores ont un estomac à un tel pH et seuls les charognards sont si bas. L'humain possède l'un des plus faibles pH du règne animal carrément. Le pH de notre estomac il est même équivalent à celui des vautours. Les vautours ont un pH aussi faible que ça. Même les loups, les lions, les grands carnivores comme ça ont des pH autour de 2,5. Et l'acidité de notre estomac permet de dissoudre les protéines. C'est la première chose que ça sert, d'avoir un pH si bas que ça, mais surtout tue les bactéries pathogènes dans la viande fermentée des cadavres d'animaux. Okay? Donc, souvent on dit hey, faites attention, il ne faut pas manger de la viande crue et ainsi de suite. Pourtant, notre estomac il est fait pour ça. Okay? OK. Le genre, ça c'est ça c'est l'estomac. Donnez-moi une seconde. Oui, je reviens une seconde. Ouais, le genre Homo humain a évolué à partir des premiers hominidés qui vivaient dans les arbres il y a 10 millions d'années, qui mangeaient des plantes fibreuses puis qui étaient sans doute des herbivores. Donc, notre ancêtre, c'était un herbivore. Notre héritage vient des grands singes et notre tube digestif n'aurait pas permis une alimentation riche en viande au début, le 3 millions, 4 millions d'années de ça. Nous avions donc un gros sécom. Okay? Un sécom qui transformait les fibres en graisse. Ça, c'était avant. Dans notre source, c'était notre source d'énergie. Trop de viande aurait tordu le côlon et aurait été extrêmement douloureuse puis même mortelle. Les changements climatiques et environnementaux, il y a 3 millions d'années, nous ont emmenés à la croisée des chemins. Au fur et à mesure que les pluies devenaient plus rares, les plantes de haute qualité se faisaient de plus en plus rares. Les forêts sont devenues des prairies boisées et davantage d'animaux de pâturage ont peuplé les savanes. Nous avons dû diversifier notre alimentation avec de la viande ou rivaliser pour une ressource limitée en diminution, les plantes. Les australopithèques, nos ancêtres hominidés, ont choisi de s'en tenir aux plantes et se sont éteints. Les humains ont choisi de s'aventurer, de prendre le risque d'incorporer de la viande dans leur alimentation, ce qui a apporté de nombreuses adaptations physiologiques pour faire de nous des carnivores charognards. Il y en a, et la liste que je vais vous faire présentement, c'est une courte liste. Il y en a des dizaines et des dizaines de caractéristiques comme ça. Okay? Et tu sais, quand on regarde le sécom, par exemple, ben, aujourd'hui, le sécom, c'est quoi? C'est rendu l'appendice. Et vous savez, des fois, les gens font des crises d'appendice. Ben, c'est rendu un organe qui sert à pratiquement rien. Chez l'être humain et il ne sert plus à ce qu'il servait avant, à fermenter la fibre dans les végétaux. La viande a commencé par être un complément à notre alimentation. Okay? Mais au fur et à mesure que le temps passait, notre corps s'est adapté. La densité nutritionnelle de la viande, autant en énergie qu'en nutriments, a permis à nos entrailles de rétrécir et à notre cerveau de grossir. Fait que nos intestins ont diminué en longueur, le sécom est disparu.
Nous avons complètement perdu notre sécom, qui est un réservoir de fermentation. De plus en plus, à cause de l'augmentation de la grosseur de notre cerveau, nous devenions des carnivores obligés. Notre cerveau étant trop énergivore. La décision évolutive a été de choisir entre un gros cerveau qui nous forçait à consommer de la viande ou un gros intestin pour consommer des plantes. Donc, à cause de notre cerveau, on a été obligé de consommer de la viande. Au fur et à mesure que nous devenions dépendants des animaux pour nous nourrir, à cause qu'on était des charognards, la sélection naturelle a encore modifié notre corps. Nous sommes passés de pauvres chasseurs fraîchement sortis des arbres, à peine bipèdes, en singes prédateurs. Nous nous sommes transformés en excellents chasseurs, plus précisément des chasseurs d'endurance. L'humain est devenu le seul mammifère prédateur à s'attaquer à des proies beaucoup plus grosses que lui. On a même des preuves que les humains s'attaquaient à des mammouths en groupe. L'homme est devenu et est toujours le seul primate vivant adapté à la course d'endurance. Nous avons développé un système vestibulaire et un ligament pour une course équilibrée. La sélection naturelle a favorisé les améliorations pour la course comme des membres inférieurs plus longs, avec des muscles comme les fessiers et les tendons, et comme le tendon d'Achille. C'est ça. Nos pieds sont évolués pour absorber les chocs et le gros orteil s'est aligné avec les autres orteils. Alors que courir devenait plus important que saisir les membres. Nous avons développé des poils clairsemés et courts et des millions de glandes sudoripores pour pouvoir prévenir l'hypothermie. Pourquoi tout ça? Parce que le système musculaire, l'ossature, bon, c'est ça, ça nous a permis de faire ce qu'on appelle de la chasse à l'épuisement. On pouvait courir après notre proie pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à temps que notre proie tombe d'épuisement à terre, complètement morte carrément, une crise cardiaque et ainsi de suite. Aussi, étant donné qu'on ne grimpait pas aux arbres, les muscles de nos épaules se sont découplés et nous sommes devenus des lanceurs de pierres, puis des lanceurs de lances. Et même aujourd'hui, on est des lanceurs de baseball. L'être humain peut lancer un objet à des vitesses totalement phénoménales, beaucoup plus rapidement que n'importe quel des singes ou même qu'un gorille. Les gorilles ne peuvent pas lancer d'objets aussi puissamment que nous à cause de la forme de notre épaule au niveau de la rotation. Au niveau de la mâchoire et la dentition, les végétariens ont souvent comme argument que nos dents ressemblent à des dents d'herbivores. Alors, nous devons donc être des mangeurs de plantes. On devrait être des herbivores à ce moment-là. C'est que, eh bien, nous sommes des primates. Ça, c'est un fait. Et notre corps de base est un dérivé de cet héritage. On est des dérivés, on est encore des primates, mais on vient d'un singe, effectivement. Par conséquent, nous avons des dents similaires à celles des autres singes en termes de taille, de forme et de nombre. Pourtant, nous avons toujours des molaires striées comme les loups au lieu de plates comme les moutons. Nous avons également des petites canines et des mâchoires relativement plus petites. Pourquoi? Les humains ont commencé à utiliser des outils et il y a des millions d'années et à tirer il y a des centaines de milliers d'années pour tuer, couper et cuire la viande. Moins de force de mastication était nécessaire. Pour des raisons similaires, nous avons des ongles au lieu d'avoir des griffes, parce que nous sommes des primates. Les primates n'ont pas de griffes. Cela ne signifie en aucun cas que nous sommes conçus pour une alimentation à base de plantes. Cela suggère que nous sommes des primates, ce que nous sommes, mais des primates carnivores. Donc, depuis que nous avons cessé de brouter, de broyer toute la journée, notre anatomie faciale a également changé. L'utilisation principale de nos mâchoires est devenue la mastication verticale de haut en bas plutôt que le mécanisme rotatif d'un côté à l'autre des herbivores. Les muscles de notre mâchoire ont diminué. Et la preuve de ça, c'est que encore aujourd'hui, les humains peuvent déplacer leur mâchoire inférieure de gauche à droite. On peut faire ça. Mais est-ce que c'est notre grande force? La réalité, c'est non. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que
tous les primates, les singes, les gorilles, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont broyer la cellulose dans les fibres en déplaçant leur mâchoire de gauche à droite. Donc, qu'est-ce qu'un carnivore obligé? Tantôt, j'ai parlé de ça. C'est simplement un animal qui doit absolument consommer des produits carnés parce qu'il ne peut pas obtenir tout ce qu'il a besoin en micro et en macronutriments d'une autre source, par exemple des végétaux. Les chats sont des carnivores obligés, comme j'ai dit tantôt. Les chats ne peuvent pas fabriquer de taurine. C'est un acide aminé essentiel pour eux. La taurine ne se retrouve que dans les produits carnés exclusivement. Et les humains. Les humains, nous sommes très inefficaces à convertir les acides gras de source végétale, les fameux A et A, de 18 atomes en acides gras polyinsaturés de 20 et 22 atomes, le EPA et les DHA, de carbone, qui sont essentiels pour les membranes cellulaires, le tissu du cerveau. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, de même, les humains ont hérité d'une capacité très réduite à synthétiser la taurine à partir d'acides aminés précurseurs. Fait qu'un peu comme les chats, on a beaucoup de difficultés à synthétiser la taurine. Les chats ne sont absolument pas capables. Nous, on est capable, mais on est très, très mauvais à le faire. Ce qui fait qu'on peut devenir carencé en taurine assez rapidement. Nous absorbons de préférence le fer sous forme hémique. Qu'on retrouve dans la viande, tandis que les herbivores ne peuvent pas absorber le fer hémique et dépendent du fer ionique. Le fer ionique, c'est le fer qu'on retrouve dans les végétaux. Et nous, on n'est pas capable de l'absorber, ce fer-là. Ensuite, nous avons un besoin essentiel en vitamine B12. La vitamine B12 est inexistante dans les végétaux. Nous utilisons aussi très mal les antioxydants exogènes aussi. Fait que, tu sais, souvent, on va dire, oui, il faut manger des fruits, des légumes, c'est plein d'antioxydants. La réalité, c'est que même si on en mange, bien souvent, non seulement ça ne nous aide pas, même ça va nous nuire à ce moment-là. OK? Et c'est pas moi qui le dis, il y a des papiers, des études scientifiques sur le sujet. Puis, tu sais, la B12, c'est vraiment extrêmement important. Toutes les personnes qui suivent une alimentation végétarienne doivent absolument se supplémenter en B12. Généralement en fer, en zinc aussi, mais le B12, c'est essentiel. Puis la B12, c'est une vitamine extrêmement importante pour le cerveau. Ce qui fait de nous des carnivores obligatoires. Nos besoins importants en nutriments énergétiques, principalement les lipides. Notre besoin d'une très grande densité nutritionnelle à cause d'un système digestif court et rapide. Nos besoins en oméga 3 et oméga 6 de sources animales. On a besoin, et non seulement ça, vous allez le voir tantôt, les oméga 3 et les oméga 6 sont des lipides essentiels pour l'être humain qu'on ne peut pas synthétiser. Notre besoin en vitamine B12, dont la source est exclusivement carnée. Notre besoin en fer de type hémique de source carnée. Notre besoin en taurine exogène que nous synthétisons très mal. Notre grand besoin en acides aminés essentiels que seules les protéines animales sont complètes. On va le voir tantôt aussi. OK. Fait que là, souvent, les gens vont dire, oui, mais les vitamines, OK? Ben, la composition de la viande, comme vous pouvez le voir, et désolé, mais l'image, je l'ai trouvée juste en anglais. Mais dans à gauche, on voit ici un ribeye, qui est un faux filet. OK? Ben, un faux filet, ça contient de la vitamine A, ça contient de la thiamine, qui est la B1, de la vitamine B2, de la vitamine B3, ça contient de la vitamine B5. Puis ça, ici, les quantités que vous voyez, c'est par 100 grammes. OK? Donc, si vous consommez un steak de 300 grammes, vous avez 3 fois ce que vous avez là. De la B6, de la B9, de la B12, de la vitamine D qu'on ne retrouve pas dans les végétaux, de la vitamine E, de la vitamine K, des oméga 6, ça contient des oméga 3, ça contient de la choline, de la choline, je m'excuse, du zinc, du sélénium, du potassium, du phosphore, du magnésium, du fer, du cuivre et du calcium. Donc, on retrouve tout ça dans un steak. Et tantôt, on vous disait, oui, mais les vitamines sont dans les végétaux. Pas vraiment. Ici,
si vous mangez du foie de veau, qui est probablement l'animal miracle, l'aliment miracle, le meilleur aliment que vous pouvez consommer, je m'excuse. La vitamine A, qu'on ne retrouve pas dans les légumes. Les gens vont dire consommer des carottes pour la vitamine A. Non, les carottes contiennent des bêta-carotènes. Les bêta-carotènes, c'est un précurseur de la vitamine A. Pour en faire de la vitamine A, je dois absolument avoir une réaction chimique. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à faire cette conversion-là. Donc, vous allez être carencé en vitamine A. Quand je mange du foie, je ne mange pas du bêta-carotène, je mange carrément de la vitamine A. Après ça, vous le voyez, là, il y a toutes les vitamines et les quantités. La quantité de B2, c'est 215% de ce qu'on peut avoir de besoin. La B5, c'est 144%. La B3, 82%. Puis ça, c'est pour 100 grammes. Là. C'est que vous explosez. Le foie contient de la vitamine C aussi. Les fruits et les légumes, source de vitamines. Si on regarde ici, c'est un tableau qui compare les différentes vitamines et minéraux et du foie ici. Encore là, c'est pour 100 grammes. Un steak ici, des œufs, du riz brun, du kale, des carottes, des bleuets et des pommes. Okay? En vert, vous avez l'aliment qui en fournit le plus et en jaune le deuxième dans son groupe. Fait que si on compare le tout, seul le kale, qui est du chou frisé, pour les gens qui ne connaissent pas le kale, est premier dans 4 micronutriments et deuxième pour 3. Okay? Le restant, le foie, est en avance sur tout le monde. Et le steak est bon deuxième aussi. Okay? Donc, si vous mangez du foie, si vous mangez du steak et des œufs, vous avez absolument tout ce que vous pouvez avoir de besoin au niveau des vitamines et des minéraux. Et vous en avez beaucoup plus que si vous prenez des pommes, des bleuets ou des carottes, par exemple. Okay? Ou du riz aussi, exactement. Bon. Là, je vous parle depuis tantôt de macronutriments. C'est quoi les macronutriments? Tous les aliments sont composés d'un mélange de 3 macronutriments. Des protéines, des lipides et des glucides. Les protéines fournissent les acides aminés, les lipides fournissent les acides gras et les glucides fournissent les sucres et les fibres. Un nutriment essentiel signifie, vous allez voir là, que, comme je l'ai expliqué tantôt, qu'il doit obligatoirement être apporté par la nourriture. Parce qu'il ne peut pas être synthétisé par le corps. Donc, dans les protéines, il y a 9 acides aminés qui sont essentiels. Il y en a 11 chez l'enfant, 9 chez l'adulte. Il y en a 2 qu'on apprend à synthétiser plus tard dans notre vie. Après ça, dans les lipides, il y a 2 acides gras essentiels. Dans les glucides, il n'y a aucun glucide essentiel. Ça n'existe pas un glucide essentiel. OK. Donc, maintenant, si on regarde la densité nutritionnelle, pour regarder la densité nutritionnelle, ce que j'ai fait, c'est qu'on a pris le programme d'alimentation du Dr. Greger, qui est un spécialiste de l'alimentation végétarienne. Son programme s'appelle la douzaine quotidienne. Et avec ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a composé une journée typique qui rencontre le programme du Dr. Greger. Donc, on regarde les haricots, le bleuet, les fraises, les bananes, blablabla, et ainsi de suite. Il y a du gruau, du pain et du curcuma à la fin. Si on regarde la liste des quantités de vitamines qui sont fournies dans une journée typique du Dr. Greger, à droite, ce qu'on a, c'est la quantité fournie, OK? Et en fonction des quantités des nutriments qu'on voit à gauche, et on regarde le pourcentage des recommandations journalières. Okay? Donc, exemple, tout ça, ça va remplir 104% de ce qu'on a besoin en B1. Ça va rencontrer 80% en B2, 74% en B3 et ainsi de suite. La seule chose, comme je l'ai expliqué tantôt, en B12,
c'est 0, donc on doit absolument se supplémenter. En folate, c'est proche. En vitamine A, si on parle de bêta-carotène, ça serait 479%. Sauf que, n'oubliez pas, il doit avoir une réaction chimique. Si vous êtes quelqu'un qui a une difficulté avec ça, qui existe, vous n'aurez peut-être pas toute la vitamine A dont vous avez besoin. Et en vitamine K, on a 304%. Mais, fait que si on regarde ça, on voit que, à part dans la vitamine D et la vitamine B12, dont on sait que d'une manière ou d'une autre, on doit se complémenter, on est quand même relativement proche. Mais si on regarde... OK, et si on regarde, je m'excuse, les minéraux maintenant, et donc, à part le potassium qui est un peu bas, le sodium qui est un peu bas et le calcium qu'on va devoir se supplémenter aussi et qui est très mauvais de se supplémenter en calcium en passant, à ce moment-là, on est quand même pas pire en minéraux aussi. Et maintenant, si on regarde au niveau des protéines, les fameuses protéines, les acides aminés dont on a besoin, nos apports en acides aminés, bon, ben, on a, à part la lysine, qui est un peu faible à 67%, on est quand même assez proche dans les autres. OK? Le problème, c'est si on enlève le gruau. Parce que à gauche, ici, c'est ce qu'on apporte en protéines quand on n'a pas de gruau. Quand on a du gruau, excusez-moi, dans notre repas. Mais si on enlève le gruau, et là, ça se gâte royalement. Et donc, j'espère que vous aimez le gruau parce que non seulement ça, mais vous allez devoir en manger pour avoir l'ensemble des acides aminés essentiels que vous avez besoin. C'est autour d'1,5 livre par jour de gruau. Maintenant, si on compare les acides aminés fournis par la douzaine journalière du Dr. Greger, qui sont 20 aliments différents, ça comprend 765 grammes de nourriture totale, OK, à la fin. 765 grammes. Et nous sommes déficients dans 6 acides aminés. À droite, on parle de 250 grammes. 250 grammes, 3 fois moins de steak, donc de nourriture. Et dans 250 grammes, on a l'ensemble de tous les acides aminés, dont les acides aminés essentiels dont on peut avoir de besoin. OK? Et on explose chacune de ces catégories-là. On n'est même pas proche d'être là. Le plus bas, c'est la cystine à 111 de sang, là, ou le tryptophane à 107. Mais ça, c'est 250 grammes. C'est un tout petit steak. Et non seulement ça, mais si vous mangez votre steak de 250 grammes, ça ne vient pas avec les inhibiteurs de protéase dont on va parler un peu plus tard. J'aurais pu vous donner le même exemple avec du poisson ou une autre viande. Tous les produits carnés possèdent un profil d'acides aminés complet. Dans les végétaux, aucun à l'exception du soya. Le soya est le seul végétal qui contient juste en lui les 9 acides aminés essentiels à un être humain. Quand un aliment contient les 9, on dit que cet aliment-là est complet. Quand il ne contient pas, il est incomplet. Est-ce que les plantes tentent de vous tuer? Tous les êtres vivants sur la planète possèdent des systèmes de protection contre les prédateurs. Sans cela, une espèce disparaît. Par exemple, ce cerf possède des pattes pour se sauver, des bois pour attaquer, un odorat très fin, etc. Mais qu'en est-il des plantes? Comment se protègent-elles? Okay? Les plantes sont un être vivant, ils ont besoin de se protéger aussi. Et ils le font par... Les plantes ne font pas exception, elles ont aussi des mécanismes de protection. Elles n'ont pas de pattes pour se sauver, elles n'ont pas de bouche pour mordre. Cependant, elles sont loin d'être inoffensives. Les plantes produisent des armes chimiques. Ces armes chimiques-là, c'est des produits chimiques, on appelle ça les antinutriments.
Les antinutriments, je vais vous en donner une liste ici. Ce n'est pas les seuls, il y en a beaucoup d'autres. OK? Moi, je vous présente les principaux présentement. Il y a les lectines, les saponines, les inhibiteurs enzymatiques, les inhibiteurs de protéase dont j'ai parlé vaguement tantôt, les phytates, les oxalates, le gluten que tout le monde connaît, le gluten, et les glucosinolates et les goitrogènes. OK? Euh, les lectines. Les lectines sont des protéines qui se lient aux glucides que l'on retrouve dans presque tous les organismes, y compris les plantes, les animaux, les micro-organismes. Elles sont particulièrement résistantes à la dégradation enzymatique dans notre système digestif et ne sont pas dégradées dans les environnements acides comme l'estomac. De ce fait, elles sont produites par les plantes pour se protéger des insectes ou des animaux susceptibles de les manger. Plusieurs pratiques culinaires traditionnelles comme le trempage, la germination, la fermentation et la cuisson permettent de réduire fortement, mais pas totalement, c'est important, le pouvoir agglutinant des lectines contenues dans les légumineuses, les céréales et les graines oléagineuses. OK? Chez l'homme, c'est ça. À long terme, les lectines peuvent créer des conditions favorables à l'installation d'une inflammation chronique à l'origine d'allergies et d'affections auto-immunes. Les lectines réduisent l'activité des enzymes présentes au niveau des muqueuses de l'intestin grêle comme l'aminopeptidase ou l'entérokinase. Certaines personnes pensent également que les lectines pourraient favoriser le processus de résistance à l'insuline et à la leptine en perturbant les récepteurs cellulaires de ces hormones. Les saponines. Toutes les plantes contiennent des saponines qui sont le plus souvent concentrées dans les organes de réserve comme les racines et les tubercules. Les plantes les plus riches en saponines appartiennent à la famille des solanacées, comme exemple les tomates. Ce sont des les fameux nightshades. Ce sont des biopesticides, mon dos, naturels destinés à défendre la plante contre les bactéries, les virus, les champignons ou les insectes. Les saponines ont une action détergente et agissent en dissolvant les membranes des cellules des insectes ou des microbes. Ils peuvent le faire dans les cellules d'un humain aussi. Une consommation excessive de légumineuses ou de pseudo-céréales pourrait entraîner une détérioration progressive de la muqueuse intestinale, favorisant l'apparition d'un leaky gut syndrome. La cuisson n'élimine que très partiellement les saponines présentes dans les légumineuses. En revanche, les techniques de fermentation traditionnelles permettent d'abaisser significativement les teneurs en saponines présentes dans le soya, par exemple. Les inhibiteurs enzymatiques. Les inhibiteurs d'enzymes jouent un rôle important en inhibant les systèmes enzymatiques des prédateurs et en permettant la conservation des graines et des noix. Les inhibiteurs enzymatiques peuvent nuire à votre digestion en entravant le travail de ses propres enzymes et en gênant l'absorption de nutriments utiles comme les vitamines et minéraux. Il faut savoir que les antitrypsines peuvent accentuer la carence en acides aminés souffrés des légumineuses, favoriser un épuisement en fonction des fonctions exocrines du pancréas et provoquer des retards de croissance chez les enfants. Chez les végétariens et les végétaliens, il est important de pratiquer le trempage des graines et de faire cuire les légumineuses. Les noix doivent toujours être trempées. Environ 80% des inhibiteurs de protéase de la plupart des légumineuses sont détruits dans la cuisson. Donc, cuisson, trempage des graines, des amandes crues, on ne mange jamais ça, on doit les faire tremper. Les imiteurs de protéase dont je vous ai parlé tantôt, les imiteurs de protéase sont des protéines qui peuvent être trouvées de manière constitutive dans diverses parties de la plante ou peuvent être induites en réponse à une attaque d'herbivores. Donc, la plante peut les produire si elle est attaquée. Ils agissent au niveau intestinal en inhibant la digestion des protéines végétales. Donc, oui, quand vous mangez des végétaux, vous avez des protéines qui viennent avec ça et des acides aminés, mais ça vient avec des imiteurs de protéase qui vous empêchent de métaboliser ces protéines-là. Okay? Donc, tantôt, dans le tableau du Dr. Greger, les quantités qu'on voit là sont surestimées parce qu'ils ne prennent pas en considération les imiteurs de protéase. Fait quand on vous dit que vous avez 75 ou 80% de votre apport dans une
un acide aminé, dans un certain acide aminé, en réalité, vous avez peut-être 60% ou 50% de cette quantité-là. Les phytates contenus dans les enveloppes des graines ont une forme exacte. En tout cas, c'est pas grave. Ils constituent environ 80% des réserves de phosphore pour les céréales et les légumineuses. En raison de ces charges négatives, ce composé est capable de chélater des minéraux chargés positivement comme le calcium, le magnésium, le zinc, le fer et le cuivre. La plupart des complexes phytate-métal sont insolubles à un pH proche de la neutralité et de ce fait bloquent la biodisponibilité des minéraux indispensables à l'organisme humain. Seuls les ruminants et les oiseaux sont capables de gérer l'acide phytique en raison de la présence de bactéries dans leur système digestif qui élaborent des phytases, c'est-à-dire des enzymes capables de dégrader les phytates. Okay? Donc, entre autres, les phytates, ben, des aliments qui contiennent des phytates vont vous empêcher de métaboliser le calcium que vous mangez, le magnésium, le zinc, le fer et le cuivre. Ensuite, les oxalates. L'oxalate est une substance qui peut former des sels insolubles avec certains minéraux, notamment le sodium, le potassium, le calcium, le fer et le magnésium. Ces composés sont produits en petite quantité chez les plantes et les mammifères. Les oxalates sont à la base des calculs rénaux, donc les gens qui font des pierres aux reins, ça vient des oxalates. Ils s'accumulent dans le corps et un arrêt de la consommation subie d'oxalates peut provoquer un phénomène qui s'appelle un oxalate dumping. Les plantes utilisent l'acide oxalique pour fabriquer des cristaux d'oxalate de calcium qu'elles utilisent à de multiples fins. Le but est de se défendre d'être mangé. Ensuite, le gluten. Le gluten, c'est le gluten qui confère sa résistance et son élasticité à la pâte de pain. OK? Tout le monde connaît un peu le gluten, je vais passer vite sur celui-là. Les glucosinolates, c'est des métabolites présents dans 16 familles de plantes de l'ordre des caparales et en particulier dans la famille des brassicacées, comme exemple le chou, le radis, les choux de Bruxelles, qui agissent en tant que moyen de défense contre les ravageurs. Ils sont responsables de la saveur amère ou piquante des nombreux aliments, comme la moutarde, les radis, le cresson, le réfort et le chou-fleur, mon dos. En excès, certains glucosinates sont toxiques, notamment ceux des choux qui les synthétisent pour se défendre contre les herbivores. Les hommes ont dû commencer à consommer ces produits sous forme de choucroute. C'est la fermentation qui aide à détruire les glucosinolates. En résumé, sur les antinutriments, si les aliments contiennent des nutriments, c'est-à-dire des substances qui nourrissent ou protègent l'organisme, ils peuvent également contenir des quantités variables d'antinutriments qui ne sont pas digestibles. Parmi ceux-ci se trouvent les substances plus ou moins nocives qui peuvent entraver l'assimilation des nutriments utiles ou même posséder des effets toxiques lorsqu'ils sont ingérés en trop forte quantité. Ces antinutriments sont généralement présents dans les graines de céréales ou de légumineuses, dont les racines et les feuilles de certaines plantes. Ces substances diminuent fortement la digestibilité de ces plantes et permettent d'éviter une trop forte pression des prédateurs qui les mangent. Cependant, un grand nombre d'espèces animales ont développé différents systèmes pour neutraliser ou éliminer ces composés et sont capables de manger ces plantes. Chez les êtres humains qui sont omnivores, ce processus semble plus complexe. Des phénomènes de tolérance alimentaire existent et se sont constitués au fil des époques. La digestion est un processus extrêmement complexe qui résulte d'un apprentissage antigénique permanent. Je vais passer un peu rapidement parce que il me reste plus beaucoup de temps. Il faut que ces aliments, dans le fond, ce que je voulais dire avec ça, c'est pour beaucoup d'autres nutriments, il faut que les aliments concernés soient transformés avant d'être consommés pour réduire leur teneur en antinutriments. Ainsi, contrairement à certaines opinions, l'homme n'est pas adapté par nature à consommer certains végétaux en état. Les légumes secs, les céréales, les pseudo-céréales ne sont pas directement comestibles dans leur état naturel. Ils n'ont pas été consommés depuis la nuit des temps. Seule l'acquisition de techniques de transformation culinaire a permis à l'homme de manger certains aliments, comme la fermentation, la cuisson, le trempage et ainsi de suite. OK. La biodisponibilité des nutriments, est-ce que c'est équivalent? Les experts en nutrition ont tenté de promouvoir une théorie de l'équivalence des nutriments. Par exemple, ces tableaux.
20 grammes de protéines serait équivalent à, exemple, du quinoa aussi, ou ainsi de suite. Est-ce que c'est vrai? La réalité, selon cette étude ici, publiée en 2021, c'est ça, une étude randomisée contrôlée a démontré hors de tout doute que les protéines végétales n'étaient absolument pas équivalentes aux protéines animales. Et ceci dans toutes les sphères des protéines, que ce soit dans la balance nette en protéines, dans la synthèse des protéines ou dans la catabolisme des protéines. Les protéines de bœuf se sont retrouvées à être plus anaboliques. Les protéines de bœuf sont supérieures et toutes les protéines de source animale. Les équivalents en onces, ça c'est la conclusion de l'étude, les équivalents en onces des sources alimentaires protéiques tels qu'exprimés dans les DGA ne sont pas métaboliquement équivalents chez les jeunes individus en bonne santé. L'ampleur de la réponse anabolique aux protéines alimentaires doit être prise en compte alors que les DGA développent des approches pour établir des habitudes alimentaires saines. Le PDCAAS et le DIAAS, ce sont des scores de digestibilité des protéines. Et quand on regarde dans dans le DIAS, la protéine la plus digestible à 143%, c'est la protéine de poudre de lait. Après ça, les concentrés de protéines de lait, le lait entier, les œufs, le bœuf. Et après ça, on a la protéine de whey, qui est la protéine de petit lait aussi. Les poitrines de poulet. Et on retrouve très loin dans la liste la protéine de soya à 98,5%. Donc, qu'on peut voir ici, et en plus de ça, dans cette liste-là, je m'excuse, les facteurs antinutritionnels, les antinutriments n'ont pas été pris en considération et c'est indiqué dans l'étude sur ça. Ensuite, en résumé, si nous prenons deux extrêmes, l'être humain peut survivre et même prospérer avec une alimentation carnivore exclusive, et ceci sans aucun supplément. Mais le contraire n'est pas vrai. L'être humain ne peut pas survivre avec une alimentation exclusivement végétarienne sans supplémentation. Ça, c'est le point très important. C'est un fait inéluctable. Pourquoi? Présentement, il y a des personnes qui survivent avec une alimentation végétarienne, mais ils doivent se supplémenter. C'est pas naturel. Okay? Donc, si je me retrouve sur une île déserte et qu'il y a juste des végétaux sur mon île déserte, aucune protéine animale, je ne peux pas survivre sur cette île déserte-là. Donc, tableau comparatif, les aliments carnés, les aliments de source végétale. La viande est le principal aliment depuis 3 millions d'années. C'est de cette façon-là qu'on a évolué. Tandis que les végétaux ont servi de nutriments d'urgence. Nous sommes physiologiquement adaptés pour digérer la viande et le gras animal. On a 5 organes qui servent à digérer le gras animal. Nous ne sommes pas optimaux pour digérer et extraire les nutriments des végétaux. On n'a plus de sécom. Nous sommes des carnivores obligés. Les végétaux n'apportent pas tous les micros et macronutriments nécessaires à l'être humain. La viande, oui. La viande contient tous les micros, et voilà. Les végétaux ne contiennent pas tous les micronutriments dont nous avons besoin. La viande ne contient pas d'antinutriments. Les végétaux contiennent des antinutriments. La biodisponibilité des macros et des micronutriments de la viande est supérieure. La biodisponibilité des nutriments dans les végétaux est souvent surestimée et est inférieure à la viande. Maintenant, vous allez me dire, oui, bon, c'est bien beau, mais il y a des... bon, malgré tous les faits énumérés jusqu'à ici, présentement, vous vous dites, oui, mais la viande donne le cancer selon l'OMS. Ou toutes ces mauvaises graisses saturées animales vont boucher mes artères. Ou bien, mais où vais-je aller chercher mes fibres? C'est essentiel, les fibres. Ce sont des mythes. Exemple, la viande et le cancer. En 2015, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est appuyée sur un rapport publié dans The Lancet qui disait que la viande rouge était un cancérigène probable pour l'être humain. 22 scientifiques étaient sur ce comité. 800 études scientifiques ont été étudiées. Ça devrait suffire pour vous convaincre qu'effectivement, la viande donne le cancer.
Et pourtant, si je vous disais que sur les 22 scientifiques, la grosse majorité étaient végétariens, il y en avait 18 ou 19 qui étaient végétariens, et que si je vous disais que sur 800 études, seulement 29 ont été sélectionnées, ils ont fait du cherry picking, ils ont choisi 29 études, que sur ces 29 études, 14 disaient que la viande rouge était associée à un risque plus élevé et 15 études disaient que non. Donc, sur les 29 études qui ont sélectionné, il y en avait 14 qui disaient seulement, 15 qui disaient que non. Et que ces études étaient majoritairement de type épidémiologique basées sur des questionnaires alimentaires. Des études épidémiologiques, ça a une très faible valeur scientifique. Donc, si je vous pose la question maintenant, est-ce que la viande rouge donne le cancer? Les protéines animales étaient oui, ça c'est une des études, une étude que moi j'ai sortie. Les protéines animales étaient inversement associées à la mortalité, toutes causes confondues, et cardiovasculaires chez les personnes âgées. D'autres études sont nécessaires pour fournir des recommandations sur l'apport alimentaire en protéines chez les personnes âgées. Ça, c'est l'étude 49 ici. Oups, je m'excuse. Après ça, une autre conclusion, dans le monde entier, des analyses de corrélation bivariées ont révélé que la consommation de viande est positivement corrélée à l'espérance de vie. Cette relation est restée significative lorsque les influences de l'apport calorique, de l'urbanisation, de l'obésité, de l'éducation, des cultures glucidiques étaient statistiquement contrôlées. La régression linéaire, pas à pas, a sélectionné la consommation de viande et non les glucides comme étant l'un des prédicteurs significatifs de l'espérance de vie. En revanche, les cultures glucidiques ont montré une corrélation faible et négative avec l'espérance de vie. Donc, ce que ça veut dire dans cette conclusion-là, cette étude-là, c'est plus les gens mangeaient de la viande et plus l'espérance de vie était grande. Et plus vous mangez des glucides, moins l'espérance de vie est grande. Est-ce que vous en voulez d'autres études comme ça? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'ai trouvées très rapidement qui disent exactement la même chose. Les gras saturés. Mauvais pour le cœur. Conclusion d'une étude. Cette méta-analyse a entre autres démontré qu'une consommation plus élevée d'acides gras saturés alimentaires est associée à un risque plus faible d'AVC et chaque augmentation de 10 grammes par jour d'acides gras saturés est associée à une réduction du risque relatif de 6% du taux d'AVC. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer l'influence du type spécifique d'acides gras saturés et des différents modèles de remplacement des macronutriments d'acides gras saturés sur le risque d'AVC. Une autre étude ici. Vous en voulez d'autres, des études comme ça? L'étude 58, 59, 60, 61, 62, 103, toutes sur les gras saturés. Les gras saturés sont les meilleurs gras pour l'être humain. Les fibres. Aucun mammifère ne peut digérer la cellulose des fibres. Même les vaches, tous les ruminants possèdent des réservoirs de fermentation dans lesquels les bactéries vont fermenter les fibres. OK? Et les êtres humains on n'a plus ce réservoir de fermentation-là. Les fibres présentent deux avantages pour la santé. OK? C'est vrai qu'ils ont certains avantages, mais dans le contexte d'une alimentation glucidique, les fibres ralentissent l'absorption des glucides, diminuant le pic de glycémie. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le microbiote va fermenter les fibres et cette fermentation-là va produire des acétates et des butyrates qui sont bénéfiques pour la santé. Mais dans le cadre d'une alimentation faible en glucides, est-ce que c'est pertinent? Si vous ne mangez pas beaucoup de glucides, est-ce que c'est pertinent de ralentir l'absorption des glucides? La réponse est non. La réalité au sujet des fibres. Le microbiote produit des acétates et des butyrates à partir des acides aminés dans la viande. Okay? Ensuite, une étude ici qui le prouve. Les fibres nuisent généralement à la constipation, donc les fibres bonnes pour la constipation, c'est faux. Les fibres ne protègent pas du cancer colorectal. 3 études qui le démontrent. Les fibres ne protègent pas contre les diverticuloses. Une autre étude qui le démontre. Les fibres, les fruits, les légumes ne protègent pas contre les polypes. Une autre étude qui le démontre. En un mot, les fibres ne sont pas essentielles et dans bien des cas, elles peuvent nuire considérablement.
Bon, les bienfaits d'une alimentation carnivore exclusive. Il y a des études là-dessus qui ont été faites. Des études scientifiques sur l'alimentation carnivore stricte. Euh, Bien qu'il y ait eu très peu d'études sur le sujet, quelques-unes existent bel et bien. Une des premières dates, même de plusieurs années, elle date de 1930. Et là, je vais maganer son nom. Lorsque Wilhelm Stephenson retourna d'une de ses expéditions en Arctique au début des années 1900, il rapporta le type d'alimentation qu'il avait adopté en vivant avec les Inuits, une alimentation carnivore exclusive. Vis-à-vis du scepticisme quant à l'aspect santé d'une telle diète, il accepta de participer à une étude d'1 an avec un compagnon. Ils n'ont jamais eu de problème durant cette expérience. Donc, Wilmer, avec son ami, qui s'appelle Eugène F. Dubois, ont été suivis, ont passé 3 mois au début dans un hôpital à New York et après ça, ils ont été suivis à tous les jours pendant 1 an au complet en mangeant une alimentation carnivore stricte. Et ils étaient en parfaite santé. Ils ont amélioré leurs marqueurs de santé. Après ça, en 2021, il y a un rapport d'expérience qui a été fait. 170 personnes qui ont été recrutées sur Internet pour répondre à un questionnaire. Bien qu'anecdotique et de faible valeur scientifique, ce papier-là, c'est sûr, les participants ont cité de nombreux avantages pour la santé et le bien-être comme principale raison d'adopter et de maintenir le régime alimentaire. Les participants ont également signalé de fortes intentions de poursuivre le régime indéfiniment, malgré le manque de preuves publiées sur le régime, le manque de soutien des professionnels de la santé et des proches et les stigmates liés au régime. Un deuxième papier scientifique en novembre 2021, un papier qui a été publié dans l'Académie Oxford. Okay? Du même type que le précédent, ce papier a interrogé 2029 participants. Conclusion. Contrairement aux attentes courantes, les adultes consommant un régime carnivore ont subi peu d'effets indésirables. Ils ont plutôt signalé des avantages pour la santé et une grande satisfaction. Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ont été affectés de manière variable. La généralisation de ces résultats et les effets à long terme de ce régime alimentaire nécessitent une étude plus approfondie. 52 personnes ont rapporté avoir résolu leurs problèmes de surpoids, 41 avoir vu une amélioration. Donc, il y a eu 93% des gens qui ont vu une perte de poids. 52 personnes ont rapporté avoir résolu un problème de sous-poids, 28% avoir vu une amélioration. Donc, 80% des personnes qui avaient un problème de sous-poids ont vu une amélioration en mangeant carnivore. Des modifications à 20 conditions différentes, conditions de maladie, ont été rapportées dans ce papier. Parfait. La mise en pratique d'une alimentation carnivore exclusive. Comment faire pour mettre ça en pratique rapidement? Ce mode d'alimentation est très dense en nutriments. De ce fait, il facilite grandement le jeûne intermittent. Il est recommandé de commencer par 2 repas par jour sur un horaire de 18-6, c'est-à-dire une fenêtre d'alimentation de 6 heures et 18 heures de jeûne. Par exemple, un repas à midi et un repas à 17 heures. Cependant, il importe de respecter les signaux de faim et de satiété en tout temps. Si on n'a pas faim, à la période de repas, on ne mange pas. Si on a faim entre les repas, il faut attendre 30 minutes pour commencer. Si la faim persiste, on prend un breuvage, on attend un autre 30 minutes. Les quantités de nourriture. La première étape consiste à évaluer la quantité de protéines à consommer, le minimum étant 1,25 g par kilogramme de poids réel, très important. Ajustez la quantité en fonction de l'activité physique entre 1,25 si vous êtes une activité minimum et 1,8 g par kilogramme de poids si vous avez un niveau d'activité très élevé. Donc, on multiplie, exemple, ça va nous donner 151 g de protéines. Ensuite, il faut calculer la quantité moyenne de lipides à consommer. Le ratio optimal étant généralement de 1,5 au niveau des protéines. On demande un strict minimum de 1 fois les protéines et ne jamais descendre en bas de 1. Exemple, 151 g de protéines fois 1,5, ça donne 226 g de lipides.
Dans l'alimentation carnivore, les protéines sont un objectif à atteindre, les lipides sont le levier de la satiété. Comment composer une assiette? L'important, c'est d'avoir une alimentation à base de bœuf et de viande rouge qu'on peut accompagner par une dinde de saumon, des œufs, un peu de bacon et ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment on compose l'assiette pour ne pas avoir une alimentation trop monotone. Il peut y avoir des problèmes de transition, comme pour tout changement majeur d'alimentation, le fait de passer à l'alimentation carnivore peut occasionner différents symptômes. Plusieurs de ces symptômes peuvent être reliés à l'adaptation du microbiome intestinal qui prend généralement de 30 à 45 jours. Pendant cette période, il est particulièrement important d'être le plus strict possible en évitant les épices, les huiles qui ne sont pas des sources animales, comme l'huile d'olive ou d'avocat ou de coco, et les édulcorants. Le transit intestinal, oups, je m'excuse. Le transit intestinal, l'alimentation carnivore fournit des nutriments extrêmement biodisponibles au corps humain et minimise les nutriments non métabolisés comme les fibres, ce qui fait que le volume et la fréquence des transits intestinaux s'en verront affectés grandement. Il n'est pas rare de voir des gens passer de 1 transit par jour à 1 par 3 à 4 jours. Ceci ne représente pas une constipation. La constipation est accompagnée de symptômes comme la difficulté d'excréter, le ballonnement, les douleurs ou inconfort intestinal. L'absence de fibres dans ce mode d'alimentation ne cause pas la constipation, les fibres n'étant pas essentielles au transit intestinal. Non seulement elles ne le sont pas, elles peuvent être parfois nuire au transit et causer la constipation. Si vous avez un peu de difficulté, vous devez augmenter le sel et les lipides. Conclusion. Les directives nutritionnelles nationales recommandent la réduction de la consommation de lipides et de viande rouge et une augmentation de la consommation de glucides pour favoriser une bonne santé. Ces recommandations ont été basées sur des liens théoriques entre la consommation de matières grasses et le risque de maladies coronariennes, et des associations entre la consommation de viande rouge et transformée et l'incidence des maladies cardiovasculaires de certains types de cancers. Malgré ces recommandations, la morbidité liée à l'alimentation ainsi que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité et le surpoids ont nettement augmenté, tandis que la consommation de graisse et de viande rouge a diminué et la consommation de glucides a augmenté. Parallèlement, un ensemble substantiel de preuves a émergé établissant un lien entre une consommation élevée de glucides, en particulier des sucres alimentaires, et un risque accru de maladies chroniques, notamment le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète et les maladies chroniques associées. D'autres recherches affirment que des relations entre la consommation de viande rouge, y compris transformée, et le risque accru de maladies chroniques sont basées sur des preuves de faible qualité. Et la consommation de viande offre une pléthore d'avantages pour la santé. Des études récentes ont démontré que la consommation de viande avait une corrélation directe avec une augmentation de l'espérance de vie, que sa consommation avait une corrélation directe avec la taille des enfants morts dans 105 pays, et qu'elle avait une corrélation inverse avec la mortalité chez les personnes âgées. Les personnes âgées qui mangent le moins de viande sont les personnes âgées qui vont décéder le plus rapidement. En résumé, la viande telle que nous l'avons consommée pendant des millions d'années et qui nous a permis d'évoluer comme nous le sommes aujourd'hui n'est pas la cause des maladies modernes. Qui plus est, elle fait partie de la solution. Malheureusement, cette présentation ne dure qu'une heure. J'aurais eu facilement du matériel pour faire plusieurs heures supplémentaires, mais à cause de la limite de temps, j'ai juste pu effleurer et j'ai même dû parler rapidement, comme vous l'avez constaté, et je suis rendu à 1h13 présentement. Mon objectif au début était de démystifier la viande et son impact sur la santé. J'espère que cette présentation aura au minimum comme effet de vous rendre critique vis-à-vis des commentaires et articles négatifs sur la viande et qu'elle allumera une certaine curiosité. Dans la section Pourquoi une alimentation carnivore exclusive, j'ai exposé 2 principes. L'humain est un carnivore exclusif et les plantes ont des mécanismes de défense. C'est pas un carnivore exclusif, je m'excuse, c'est un carnivore obligé. Ce qui fait que la viande, notre aliment de base, ce qui fait de la viande notre aliment de base. Je souhaite que vous
que si vous souffriez d'un problème de santé avec l'alimentation comme hypothèse, que vous songiez à revenir à la base afin d'essayer d'améliorer votre santé. Merci de votre écoute et bon sommet de la santé métabolique.